It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Bonjour, ici Michel Picard. Alors, vous reconnaissez cette voix incroyable qui donne encore des frissons. C'est celle de Martin Luther King à Washington devant 250 000 personnes. C'était il y a 50 ans, exactement aujourd'hui, 28 août. C'est un moment extrêmement important parce que ces mots, ce discours, ont marqué un tournant dans le mouvement pour l'égalité des droits. On va donc tout de suite en parler au 12h30 Ottawa-Gatineau. On l'a invité parce que vous le connaissez. Il s'appelle Larry Rousseau. Il est vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Bonjour. Bonjour. Maintenant candidat pour le nouveau Parti démocratique dans Bourassa. Pour la nomination. Pour la nomination. L'investiture, parce qu'il y aura des élections à temps partiel. Mais on l'a surtout invité parce qu'il est noir et franco-américain. Bonjour. Bonjour. Ça ne nous insulte pas quand je dis ça, là, que vous êtes noir. Je suis fier de mes origines. Et quand j'entends ce discours, chaque fois qu'on l'écoute d'ailleurs, c'est comme si on l'écoute pour la première fois. Okay? C'est comme, ça nous donne des frissons. Et je me souviens de 2 événements qui ont marqué ma jeune enfance. J'avais 6 ans à l'époque, presque. Le rêve. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Juste que mes parents et de la parenté étaient autour de cette télévision-là pour écouter ça. Et puis de vraiment, tout le monde avait des frissons. C'était le rêve, et puis 3 mois plus tard, moins de 3 mois plus tard, c'était le cauchemar. Parce que moins de 3 mois plus tard, c'était l'assassinat de Kennedy. Alors, on a vu la communauté noire crier de joie devant le rêve et de pleurer de peine après. Mais le rêve ne s'éteint jamais. C'est ça qui est important. Le rêve que Martin Luther King a personnifié est encore là, encore plus fort que jamais. Où étiez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous étiez à New York? J'étais, je me souviens très bien, sur la 148e rue à South Ozone Park, à New York, dans la maison. À la maison, écoute, c'était les vacances, et puis c'était l'été. Il y a comme je dis, des événements qui marquent notre enfance. Et puis ça, je me souviens juste de cette scène-là de tout le monde autour de la télévision, et on savait que c'était quelque chose d'important. Alors, le rêve là, dont il a parlé, qu'on en parle aujourd'hui avec autant d'émotion et de force, c'est que une société meilleure est toujours possible. Avez-vous des gens de votre entourage qui sont allés à Washington écouter ce discours-là? Ben, écoute, j'étais invité, là, mais je peux pas y aller parce que j'ai beaucoup de choses de choix. On parlait de Barack Obama cet après-midi, 15h. Oui. Non, mais à l'époque... À l'époque, écoute, ma mère, je me souviens qu'après ce discours-là, chaque fois que Martin Luther King venait à New York ou bien qu'il était à Washington, ma mère partait pour aller écouter ce discours-là. Puis, écoute, mon enfance a été marquée par 2 parents très progressistes qui vraiment, leur vie, ça concordait avec tous les idéaux du révérend King. Larry, vous le savez, Larry Rousseau, qu'on s'adresse à des gens de tous les âges. Il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent, parce que quand on revient 50 ans, c'est un demi-siècle en arrière, il faut remettre les choses en perspective. On ne peut pas imaginer ce qui se passait à l'époque, il y a 50 ans aux États-Unis. D'abord, les Noirs ne pouvaient pas aller à l'université, entre autres. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire, il y avait avait-il le droit de vote il y a 50 ans? Oui, il y avait le droit de vote, mais entendons-nous bien. Il y avait 2 sociétés quand je suis né en 1956 à New York. Il y avait une société pour les Blancs. Il y avait une société pour les Noirs. Alors, il y avait des universités noires à l'époque, mais il n'y avait que les Noirs qui allaient dans ces universités-là. Howard University, par exemple, à Washington. Alors, en 1963, comme jeune noir, je vivais la ségrégation, même à New York, où il n'y avait plus de loi pour appliquer la ségrégation, mais la ségrégation de fait existait. Dans les autobus, entre autres? Ben, écoute, même dans les autobus, c'est que, premièrement, si tu prenais un autobus, c'est que tu étais déjà dans un quartier noir ou à mi-noir. Et puis, un quartier qui était à mi-noir, c'était un quartier qui allait devenir noir parce que les Blancs s'en allaient. Alors, si tu prenais l'autobus, c'est que tu étais déjà parmi des Noirs. Mais si tu étais dans un quartier blanc, je suis allé en arrière. Tu sais, là, et puis même à New York. On va se transposer 50 ans plus tard. On est ici à Ottawa. Vous êtes arrivé très jeune au Canada. Vous vous êtes installé récemment, il y a quelques années à Ottawa. Vous avez vécu un petit peu partout, écoutez, je pense, ça fait 42 ans que je suis au Canada. J'ai passé 30 ans au Québec. Ouais. Il y a une dizaine d'années, j'ai déménagé du côté d'Ottawa uniquement parce que mon travail est ici et je me suis impliqué à fond dans le mouvement de justice sociale, syndicale à Ottawa. Ça fait que c'est ça. Est-ce que les Canadiens sont
différent des Américains, leur regard envers les Noirs, et vous qui êtes dans la fonction publique, vous représentez les intérêts de tous les fonctionnaires, comment ça se passe? Écoutez, quand je suis arrivé ici à 42 ans, là, j'avais compris rapidement, j'avais vu la différence. Je sortais d'une société où est-ce qu'il y avait vraiment une ségrégation de fait. Il y avait un racisme qui était systémique, ancré. Et quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé qu'avec peut-être 1% ou 2% de la population, la communauté noire ne représentait pas cette menace qui cause la discrimination, qui fait qu'il y a un backlash. Et je me suis dit à l'époque que, écoutez, les gens n'ont pas l'habitude de la chose. Mais les Noirs ici, à l'époque, vivaient certainement de la discrimination, mais pas de la même façon que les gens le vivaient aux États-Unis. Je n'ai pas de chiffre devant moi, mais on a quand même passé des règlements internes ou même des lois pour forcer les employeurs, entre autres, à avoir un certain pourcentage de minorités visibles. Alors, vous êtes dans cette minorité visible-là. Si on l'a fait, c'est parce qu'il y avait peut-être, entre guillemets, de la ségrégation? Écoutez, vous savez que c'est au Canada, puis, tu sais, là, ça pourrait être long, mais au Canada, le premier programme d'équité qui a existé au Canada, c'était le programme du biculturalisme, le programme de bilinguisme qui voulait que les francophones participent au même taux et selon la population. Alors, dans la région de la capitale nationale, s'il y avait 60% d'anglophones, 40% de francophones, le but était de s'assurer que 40% des postes du fédéral au fédéral seraient réservés aux francophones. Et ça, ce programme-là a été taillé selon le modèle du Employment Equity aux États-Unis. Bien sûr, parce que quand on parlait de quotas, quand on parlait de chiffres qu'il fallait atteindre pour s'assurer que les francophones participent au même rythme, parce qu'ils étaient dans la population, c'était taillé sur le programme qui existait aux États-Unis pour s'assurer que les Noirs puissent aussi participer pleinement dans les emplois, etc. Ça fait que on a connu ça ici au Canada pour une raison très précise, parce qu'il y avait cette dynamique-là qui existait et on l'a appliquée ensuite aux groupes d'équité. Les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les handicapés. Je vous pose directement la question. Vous connaissez ce qui se passe dans la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'équité? Est-ce que les Noirs ont leur place ou il y a encore de la ségrégation, disons, entre guillemets, cachée? Écoutez, la discrimination est une chose humaine. D'accord? Nous en faisons toutes et tous à des degrés et à des niveaux différents. Ce qu'il faut faire, c'est passer par une éducation des gens, une conscientisation pour réaliser que lorsqu'on fait de la discrimination, peu importe envers qui, le rêve de Martin Luther King était que chaque être humain soit jugé par la qualité de son caractère, le contenu de son caractère, l'intelligence que nous avons et non par la couleur ou l'étiquette qui nous est posée. Mais la discrimination est chose humaine. Il faut tout simplement qu'on se rappelle tout le temps que lorsque je vous ai devant moi, c'est pas l'étiquette qu'on vous a apposée, c'est vraiment qui êtes-vous, Michel Picard, et qu'est-ce que vous faites, et c'est par ça qu'on va vous juger, par vos actions. Alors, dans la fonction publique, est-ce qu'il y a de la discrimination? Forcément, la fonction publique est un reflet de la société. Nous sommes des êtres humains. On doit tout simplement s'attendre à ce qu'on puisse travailler jour après jour. Est-ce que tous les groupes d'équité sont bien représentés à la fonction publique? La réponse est pas encore, mais il faut travailler toujours d'arrache-pied pour y arriver. Et je vous amène sur un plan plus personnel. Vous vivez à Ottawa, vous vivez dans la région. Oui. Comment vous le vivez comme noir aujourd'hui? Sentez-vous une différence ou maintenant... Écoute, je vois que avec l'immigration, on a de plus en plus de personnes de couleur qui vivent dans notre communauté. Je m'inquiète tout simplement que nous ne saisissons pas la problématique de l'intégration des communautés ethno-culturelles et des immigrants. Ce sont différentes cultures. On est capable de le faire, mais je trouve que on échappe vraiment la balle en disant comment est-ce qu'on fasse pour qu'il y ait une intégration dans le respect pour toutes ces personnes-là qui arrivent. On est capable de le faire et c'est en pensant au rêve de Martin Luther King qu'on peut y arriver.
Alors, Larry Rousseau souligne qu'à 15 heures, au moment où Barack Obama prononcera un discours, vraiment, je pense, ça va être assez émouvant à Washington, au même endroit où se trouvait, il y a 50 ans, Martin Luther King. C'est fort. Les cloches de l'hôtel de ville vont sonner. Il y a une assemblée à l'Église unie de Parkdale ce soir à 19h pour les gens intéressés. Avec le révérend Bailey, oui. Oui, puis il y a des photos. Un chic type. Oui, puis il y a des photos devant l'ambassade américaine. Beaucoup de gens se sont massés devant l'ambassade depuis les petites heures ce matin, juste pour envoyer un petit message peut-être. Parce qu'il n'y a pas de rêve sans espoir, il n'y a pas d'espoir sans rêve. C'est ça qui arrive, c'est ça qui motive les gens, c'est ça qui nous rend vraiment heureux de se rappeler cet événement-là, parce que le rêve continue. Le rêve ne mourra jamais. Larry Rousseau, merci de vous être déplacé. Je rappelle évidemment que vous êtes toujours vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada et candidat à l'investiture néo-démocrate dans Bourassa. La date, c'est quand? Ce n'est pas encore déterminé, mais ce sera bientôt. Probablement d'ici la fin du mois de septembre. Merci beaucoup de vous être déplacé. C'est moi Merci. qui vous remercie.